Donc j'écris j'ai un blog déjà qui s'appelle lauramaritv.com. J'écris des articles sur l'éveil des consciences et sur la spiritualité, principalement, aussi sur l'alimentation. J'éveille aussi les consciences sur la maltraitance animale, beaucoup. Donc sur les bienfaits d'une alimentation végane, donc sans produits animaux. Également, j'éveille sur la réalité des manipulations qu'il y a dans le monde, qui sont cachées du public, et sur la réelle nature de l'être humain. J'éveille sur le fait que l'on ne soit pas que des corps physiques et que nous existions dans beaucoup d'autres, sous beaucoup d'autres formes et dans beaucoup d'autres dimensions. Et puis je conseille aussi beaucoup de personnes qui ressentent avoir un appel justement pour le monde dans cette période de grands changements justement et de ce qu'on appelle changement de paradigme. Donc on se dirige vers une nouvelle façon de vivre, de penser, qui est plus en conscience. Et donc beaucoup de personnes ressentent ce changement en elles, ressentent cet appel, sont un petit peu perdues. Et donc j'écris beaucoup sur ces sujets-là pour mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et tenter du mieux que je peux de les guider dans cette transition, dans cette phase qui peut parfois être difficile. Ma transformation a commencé par le physique, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais très très mal dans ma peau. Je n'aimais pas du tout mon reflet dans le miroir, c'est-à-dire que pour moi ça ne correspondait pas avec qui j'étais à l'intérieur. Mais quand on est jeune, on subit un petit peu notre entourage et notre éducation. On ne comprend pas encore qu'on est vraiment créateur de notre réalité. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, vraiment à plancher là-dessus, et puis à la transformation physique, donc le sport, dans une démarche voilà, de se transformer physiquement et d'être en meilleure santé. Et puis j'ai acquis pas mal de connaissances. J'ai ensuite passé un diplôme pour valider ces connaissances, parce que il est vrai que dans le diplôme en lui-même, j'ai pas appris grand-chose, parce que j'avais tellement recherché par moi-même avant. Mais c'était pour avoir le diplôme, pour pouvoir exercer légalement, que j'ai fait cette formation. Et puis ensuite, voilà, j'ai ouvert ma première société, enfin ma société en transformation physique, en coaching physique. Et puis moi, je me suis donc transformée totalement physiquement. Et donc, j'ai commencé à être un peu reconnue dans ce milieu-là, et puis aussi à l'étranger, aux États-Unis. Et puis j'ai vite vu les limites en fait du milieu du coaching physique, puisqu'il n'y avait pas toute la dimension justement spirituelle que je voulais moi partager. Donc j'ai voulu, quand j'ai vu aussi le grand boom du fitness qu'il y a eu il y a quelques, enfin là qu'il y a en ce moment, surtout en France, ça m'a un petit peu, enfin ça correspondait pas à mon message à moi, et puis je ressentais de plus en plus l'appel de parler de spiritualité. Et donc là j'ai ouvert mon blog à vraiment toute la partie spirituelle. Ça a été dur au début pour moi de me dévoiler sur ces domaines-là, ces aspects-là. Et puis après, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai partagé sur ça. Et puis là, c'est là que vraiment mon blog a vraiment pris une grande ampleur, à partir du moment où j'ai parlé de ces sujets-là, ce qui me confirmait bien que c'était vraiment ça le cœur de ma mission de vie. Voilà. L'hypersensibilité, alors au début, ça a été les premiers mots qui m'ont permis de déterminer un peu mon profil, de comprendre en fait plutôt mes ressentis. Donc l'hypersensibilité, c'est quand on a tous nos sens qui sont beaucoup plus justement exacerbés que la moyenne. Donc tous les 5 sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, mais également nos sens spirituels, les sens invisibles, pas les sens physiques. Donc l'intuition, tout ce qui est dans les ressentis. Donc là, ça a mis un premier mot sur ce que je vivais. Et puis ensuite, j'ai été voir, du coup, comme je me sentais mal de voir ça. Pour moi, c'était comme, pas une maladie, mais un problème, quoi. Et donc j'ai été voir une énergéticienne à l'époque, et puis dans l'espoir qu'elle me retire tout ça.
Bonjour, j'ai un problème, je suis hypersensible, j'ai l'impression que je vois l'âme des gens. Est-ce que vous auriez une solution? Est-ce qu'on pourrait m'enlever ça? Et puis c'est là qu'elle m'a dit, mais non, vous êtes un enfant indigo et c'est parce que c'est dans votre mission de vie d'utiliser, ça va vous servir pour votre mission de vie. Et donc là, j'ai commencé à entendre des nouveaux termes que je ne connaissais pas et puis à faire des recherches plutôt à l'international, puisqu'en France, il n'y avait pas trop de ressources là-dessus. Et puis ça a mis des mots sur ce que, encore une fois, sur ce que je ressentais. Et puis plus j'étais dans cette vibration-là de reconnexion, en fait, en lisant certaines choses, plus moi, ça me reconnectait aussi avec des choses à l'intérieur de moi. Et plus ça allait, plus en fait mon propre savoir interne ressurgissait, et mes propres mémoires et mes propres intuitions se décuplaient. Et puis après, bien sûr, avec mon hygiène de vie qui s'est améliorée, c'est l'alimentation. Plus j'avais une alimentation saine et vibrant haut, plus ma propre vibration augmentait. Et donc, qui dit vibration qui augmente dit connexion avec les autres dimensions plus subtiles accrues. L'alimentation, c'est important. Alors déjà, pour l'aspect physique, santé, ça, bon, je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger mal. On est ce qu'on mange, donc on ne peut pas manger mal et être en bonne santé ou être, comment dire, ouais, être en harmonie, en fait, que son corps soit en harmonie. Donc déjà, ça c'est la première chose. Mais également, pour l'aspect spirituel, chaque chose dans cet univers a une vibration. Donc je vibre à une certaine fréquence vibratoire, tu vibres à une certaine fréquence vibratoire. Chaque animal, chaque aliment, chaque plante, chaque chose, même une table, elle a une vibration. Même ce qui est solide et matériel a une vibration. Donc en fait, les personnes qui pensent qu'elles peuvent manger tout et n'importe quoi sans que ça impacte leur être et leur énergie en général peuvent pas être plus loin de la vérité, parce que on est tous tout ce que l'on fait a un impact forcément et sur nous et sur le reste du monde en plus. Donc mais par rapport à nous-mêmes, si je mange un aliment et que cet aliment est inférieur à mon taux vibratoire à moi, alors là, mon taux vibratoire va descendre. Si je mange un aliment qui est supérieur à mon taux vibratoire, alors là, mon taux vibratoire va augmenter. C'est tout simple. Donc c'est pour ça que l'objectif, c'est d'avoir des aliments qui vibrent le plus haut possible. Et ces aliments sont justement les aliments de la catégorie de l'alimentation vivante. Donc ils sont, comme ça s'explique, comme le nom l'indique, vivants, dans le sens plein de vie, plein d'énergie. L'énergie est toujours présente. Contrairement à la nourriture morte, donc, qui est les animaux, par exemple, les cadavres d'animaux, en décomposition, puisque c'est ça quand on mange la viande, là, il n'y a plus du tout d'énergie vitale dedans. Alimentation vivante est égale remplie d'énergie vitale. Et donc notre corps est animé grâce à l'énergie vitale qui provient justement de la terre, et puis également du ciel, entre guillemets, enfin du soleil. C'est les deux aspects toujours, hein, terre et puis ciel. Et donc c'est à chacun de vraiment comprendre en fait que chaque aliment et chaque eau que l'on boit est comment dire, soit un cadeau pour le corps, soit un poison en fait pour les cellules. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les catégories, comme beaucoup, parce que le problème c'est que ça donne naissance à beaucoup de jugements, de séparation, de division dans les gens, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc, mais bon, ma catégorie, si je devais en avoir une, ce serait donc vegan, 99% vegan, puisque de toute façon, qui peut se proclamer à 100% tout le temps, 24 heures sur 24? Il y a toujours des moments où il va y avoir un œuf dans quelque chose qu'on va manger, et puis, ou alors une partie d'un animal, enfin un bout de cuir sur un petit vêtement, voilà.
L'important, c'est que chacun fasse son maximum et qu'on ne cherche pas la faille chez l'autre, etc. Non, ça c'est très important parce que ça décourage énormément de gens, cette mentalité-là. Parce que les gens se disent « Ah, je ne vais pas arrêter la viande puisque si je ne peux pas l'arrêter tout le temps, alors là, je vais me faire insulter ou juger. » Alors ça décourage beaucoup de gens. Alors que si déjà tout le monde en mangeait qu'une fois par semaine, ça serait déjà énorme. C'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc toujours encourager les gens qui veulent faire des efforts vers le mieux, toujours, toujours, toujours. Même s'ils ne sont pas parfaits. Donc voilà, ça serait donc à tendance végane. Beaucoup d'aliments crus, même si je ne suis pas tout le temps crudivore. Un maximum, voilà. Beaucoup de graines germées. Je suis fan de graines germées, j'en mange à chaque repas. Si j'ai pas un repas avec mes graines germées, c'est pas un repas complet. Donc ça, j'adore les graines germées. Voilà, tous les fruits et légumes. Le riz, j'aime bien aussi. Et puis les lentilles. C'est vraiment voilà, l'alimentation vivante un maximum. En fait, j'ai une alimentation intuitive. C'est vraiment ça et c'est ce que je conseille aussi à mes clients. C'est-à-dire, bon là j'ai arrêté de faire du coaching particulier, mais je m'adapte toujours en fonction de ce que les personnes me demandent. Et c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai eu des gens qui m'ont demandé qui voulaient justement manger sainement, mais qui n'étaient pas prêts à devenir vegan tout de suite. Donc j'ai dû faire, même si moi je ne mange pas d'animaux, j'ai dû faire des programmes avec dedans du poisson ou de la viande. Mais parce que la personne, on ne peut pas la forcer à aller plus vite que la musique. Même si elle veut plus tard passer par là. Moi, je vais préférer lui faire un plan avec de la viande et du poisson qui soit quand même sain et équilibré, sachant que c'est quand même de la viande bio, etc. Donc c'est moins pire, et pour l'animal et pour la personne, que refuser et puis du coup qu'elle aille manger n'importe comment et qu'elle aille quand même manger des animaux quoi qu'il arrive. Donc même pour la cause animale, on ne cause pas plus de tort en faisant ça. Donc c'est dans ce sens-là que l'extrémisme, pour moi, n'est pas bon. Je ne vais pas dire « Ah non, puisque moi je ne mange pas d'animaux, je ne vais pas vous conseiller, vous, dans votre alimentation. » Je suis capable de m'adapter en fonction de là où la personne elle en est dans sa conscience et sans la juger. Parce que tous les véganes ont déjà quasiment mangé de la viande avant aussi. Donc c'est progressif pour certaines personnes, même pour la plupart. Donc du coup, oui, je m'adapte en fait en fonction des personnes, voilà. Alors, c'est-à-dire que c'est un plan, ou même par rapport à moi, c'est-à-dire c'est vegan à 99% et puis crudivore, mais si à un moment donné, j'ai envie dans l'après-midi de manger quelque chose, même quelque chose pour lequel je suis totalement contre, par exemple du sucre blanc raffiné, mais si à ce moment-là, je ressens qu'il y a une petite tarte aux framboises qui est là et puis que c'est dans ce moment-là que je vais l'apprécier, même si je ne mange pas de gluten en général non plus. Oui, ça j'ai oublié de le dire, je mange quasiment pas de gluten. Eh bien, ça ne va pas me poser problème. Et je remarque que ça me cause effectivement pas de problème. Je le ressens dans mon corps. Et c'est ça l'alimentation intuitive. Après, ça dépend vraiment des gens. Certaines personnes vont bien se sentir en étant vraiment strictes. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est la vibration. Donc si je suis stricte, mais que je vibre bas, puisque mes pensées, certes mon alimentation vibre haut, mais mes pensées ne vibrent pas haut, puisque je suis dans un dogme ou alors dans une rigueur, même pas dans un dogme, mais dans une rigueur que je m'impose, mais qui n'est pas vécue pleinement avec joie. Alors là, la vibration de ma pensée va surpasser la vibration de mes aliments. Et donc va détruire l'effet positif des aliments. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont mangé super bien toute leur vie puis qui auront quand même un cancer. Et vice versa, des personnes qui auront mangé mal toute leur vie, qui n'auront rien. C'est ça l'explication, c'est la vibration de la personne. Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle a des belles pensées envers elle et envers le monde? C'est encore plus important que l'alimentation. L'intuition, on la ressent dans notre corps. C'est ça qui fait la différence avec une pensée. La pensée, c'est mental. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent que les pensées, elles sortent du cerveau. Le cerveau, c'est comme
c'est comme un poste radio qui émet une fréquence. Mais ce que le cerveau reçoit, ça provient de l'extérieur, ça provient d'en dehors. La conscience, elle est en dehors du corps. Et ça provient même les scientifiques qui étudient vraiment de manière justement en dehors des dogmes de la science actuelle, cette chose-là, disent que ça provient d'en dehors de l'espace-temps. Donc ça provient d'en dehors de la troisième dimension. Donc ensuite, cette information, une fois qu'elle est reçue, donc en fait la conscience conçoit, le cerveau reçoit, et après le mental perçoit. Donc la conscience, elle conçoit l'idée, elle l'envoie ensuite au cerveau qui la reçoit, et ensuite notre personnalité, parce que une information reçue par le cerveau, elle ne va pas être perçue de la même manière en fonction de tous les individus, en fonction de son conditionnement, de là où il est né, de son âge, son sexe, etc. On va tous percevoir l'information d'une manière différente. Donc c'est pour ça que une même information envoyée, au final, au bout de l'entonnoir, elle ne va pas ressortir de la même manière chez tout le monde. Mais en tout cas, ce n'est jamais le cerveau qui émet une idée. Donc, quand on a une pensée qui provient qui est purement mentale, qui est filtrée par le mental, c'est une pensée qui va pas vraiment résonner à l'intérieur de tout notre être. Ça va être « Ah, mais si jamais je vais là-bas, je risque de ne pas avoir assez d'argent pendant ce voyage et de devoir rentrer plus tôt, etc. » Ça, on voit que c'est le mental. Puisque le mental, il peut pas... le mental, il va toujours ruminer par rapport au passé. Ou alors, il n'est pas capable de véritablement voir le futur comme la conscience, ou si jamais il se projette, mais c'est par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Il va dire « Ah oui, mais si je recommence ça, je vais encore me planter comme avant. » Il va se baser sur tout ce qui s'est passé avant, le mental. Alors qu'elle, la conscience, elle est vraiment en dehors de tout ça, elle est en dehors du corps, elle a vraiment du recul, comme si elle était tout en haut d'une montagne. Et puis donc elle peut guider son véhicule physique en bas en lui faisant justement ressentir des intuitions. Elle lui fait ressentir des intuitions. Et avec ces intuitions-là, le véhicule physique après avance, à gauche ou à droite. Et donc les intuitions, on les ressent là. C'est vraiment le point qui est là. Donc là, on va ressentir soit un mal de ventre en se disant ah non, je sens que je ne dois pas aller là, à cet endroit-là. Soit on va ressentir de la joie. Donc ça, c'est une intuition. Ah, je ressens que je dois aller là parce que je ressens une forme d'enthousiasme. Et donc ça l'enthousiasme, on peut le suivre à 100%. On ne peut pas ressentir de l'enthousiasme envers quelque chose qui n'est pas bon pour nous. À partir du moment où on a ressenti la joie, l'enthousiasme, c'est que forcément, c'est la voie à suivre. Et même, alors peut-être certaines personnes vont dire « Ah mais des fois j'ai ressenti de l'enthousiasme pour un projet, puis ça n'a pas marché ». Oui, mais c'était nécessaire quand même de faire ce chemin vers ce projet-là. Même si ça n'a pas marché, ça aura forcément débouché sur une expérience, sur des conclusions ou une autre direction. Alors que si on ne l'avait pas fait du tout, on n'en serait pas au même point dans notre compréhension. Donc la joie est toujours un élément à faire confiance, auquel on peut faire confiance. Et puis, à l'inverse, quand ça vient du mental et que ça nous procure de la peur, là, ça peut pas... Alors attention, la peur, pas l'intuition que c'est dangereux, parce que la peur qui n'est pas une intuition de vrai danger, c'est une peur, encore une fois, mentale, c'est-à-dire analytique, qui va avoir des déductions. Mais si je fais ça, il va se produire ça. C'est différent de l'intuition de « Ah, il y a un ours dans le coin, je ressens que je devrais mieux de courir vite. » Ça, c'est la vraie intuition. Mais la peur mentale, c'est celle qui nous gère 95% de la plupart de la vie des humains. C'est, comme le dit... alors, c'est Neale Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu. Alors je ne sais pas si ça vient de lui, mais en tout cas dans son livre, il parle que toutes les pensées peuvent être résumées dans deux catégories, l'amour et la peur. Donc, toutes les pensées sont soit des pensées qui correspondent à la catégorie de l'amour, donc la joie, l'enthousiasme, la gratitude, l'appréciation,
L'espoir, voilà, ça vient de l'amour. Et puis tout ce qui est la peur, la frustration, la colère, la haine, tout ça, ça vient de la catégorie de la peur. Parce que même la colère, ça provient finalement de la pensée racine de la peur. Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de pensées qui sont dans la catégorie justement de la catégorie amour. Même si ça ne veut pas dire toujours avoir des pensées d'amour pur. C'est-à-dire que dans la catégorie avoir de l'amour pour soi ou pour les autres, ça peut aussi vouloir parfois dire non à quelque chose ou à quelqu'un, ou dénoncer une injustice. Ça aussi, c'est de l'amour. Ça ne veut pas dire être tout fleur bleue, comment dire, accepter tout est parfait. Comme on est tous reliés, on est tous connectés, on peut pas ressentir un appel et puis que ça soit purement égoïste, c'est pas possible, quoi. Ça aura forcément un impact sur le reste, comme je disais, comme un domino. Donc même si au départ on n'a pas l'impression, encore quoi que je pense que maintenant tous les gens qui ressentent un appel, ils sentent que c'est pour les autres principalement. Et par contre il faut être très fort parce qu'une fois alors déjà il faut avoir le courage de réaliser son appel. J'ai fait 3 articles dans mon site pour ceux que ça intéresse. Ça s'appelle Comment connaître sa mission de vie. Après, c'est comment avoir le courage de se lancer dans sa mission de vie, parce que la connaître, il y en a qui la connaissent mais ils n'ont pas le courage. Et après, comment réussir sa mission de vie. Donc c'est en trois phases. Et c'est très difficile parce qu'une fois qu'on a le courage de se lancer dedans, il va y avoir toutes sortes d'attaques de l'extérieur. Il ne faut pas croire que c'est facile. Quand on se met à parler de ces sujets-là, on a beaucoup de critiques, enfin pas de critiques, mais de vent contraire, quoi, qui essaient de nous bloquer. Des gens qui vont dire qu'on fait ça par ego, ou pour se montrer, ou pour gagner de l'argent, etc. Donc ça, c'est très... Tous ceux qui agissent, en fait, en général, subissent ce genre de remarques. Et donc il faut s'y préparer, et puis il faut ne pas le prendre de manière personnelle, puisque ça serait n'importe qui d'autre qui ferait ça serait la même chose. Ce qui est difficile pour ne pas le prendre de manière personnelle, c'est que ça appuie sur des blessures. Donc si on a la blessure du rejet, et si on fait sa mission de vie et puis qu'on est rejeté dans ce qu'on fait, ça va nous appuyer sur cette blessure. Donc il faut tout de suite identifier, non, là en fait ça me fait du mal parce que c'est ma blessure du rejet, qui provient de mon enfance. Mais il faut que je me désidentifie de qui je suis là de manière terrestre pour vraiment me focaliser sur ma mission. Qu'est-ce que je suis venue faire dans le plus grand plan justement des enfants indigos. C'est vrai qu'on en a tout à l'heure pas beaucoup parlé, enfin j'ai pas beaucoup développé, mais les enfants indigos sont justement, entre autres, parce qu'il n'y a pas que, c'est les consciences qui sont envoyées justement dans cette... Quand on est encore à l'état de conscience et d'âme avant de prendre ce véhicule physique-là, on voit très bien tout ce qui se passe sur Terre du point de vue global. Et donc on voit que la Terre les humains sont à l'état d'esclaves d'autres civilisations. Et donc certaines consciences décident de venir s'incarner dans cette période-là de transition pour aider les autres humains à s'éveiller plus vite à ce qui est en train de se passer et pour que la transition elle se passe avec le moins de dégâts possible, le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que ces enfants-là, qui sont pour la plupart maintenant adultes, depuis tout petit ont ressenti qu'ils avaient quelque chose à réaliser pour le monde. Et c'est extrêmement difficile ce sentiment, puisque dans un monde où beaucoup d'humains encore sont déconnectés et jugent, quand on dit qu'on ressent avoir quelque chose à faire pour le monde, on est tout de suite taxé de mégalo, dans l'ego. Alors c'est très très dur, puisqu'à l'intérieur de nous on on ne peut pas du tout le refouler, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, on tombe même malade, on ne peut rien faire d'autre que ça, il n'y a rien d'autre qui n'a de sens. Et beaucoup de gens, même d'enfants indigos, on perd beaucoup d'enfants indigos qui se suicident parce qu'ils n'auront pas été compris, écoutés, ils auront été mal jugés, attaqués, et donc ou qui tombent en dépression, ou qui tombent dans la violence, parce qu'ils vont tomber dans ce qui dénonce en fait. Quand on est
Alors, un indigo, c'est une personne c'est une âme qui a certaines facultés spirituelles. Donc, ces facultés, toutes nos facultés spirituelles peuvent se voir dans notre aura. Donc, une âme qui a plus de facultés de guérisseur va avoir une aura avec de la couleur verte dedans. Donc, en fonction des auras des gens, on voit leurs qualités, leurs forces, voilà, voir leurs faiblesses, s'ils ont des trous dans leur aura ou si leur aura est toute restreinte. Donc les indigos, eux, ils ont la couleur indigo dans leur aura, mais on ne peut pas généraliser non plus par rapport à ça. On peut avoir un peu d'indigo, puis avoir d'autres couleurs, etc. Mais ce qui caractérise ces âmes-là, c'est qu'elles sont vraiment... Elles ont la capacité de voir à travers tout comme un laser et de voir justement le mensonge, de voir la manipulation, de voir... et donc c'est pour ça que c'est difficile pour ces âmes-là, parce qu'elles voient à travers tout. Et donc dans un monde si déconnecté, ça peut provoquer beaucoup de colère, puisqu'on sait quand on nous ment, on sait quand on nous manipule. Et donc on va souvent dire, ah, cette personne-là, elle est comment dire, égocentrique, ou alors elle est pour qu'elle se prend, parce qu'elle va tout de suite fuir quand elle sent qu'elle n'est pas en présence d'une âme pure ou d'une âme bien intentionnée. Donc elle va aller s'isoler, et puis là on va lui dire elle est comment dire, pour qu'elle se prend parce qu'elle s'isole, etc. Et c'est très difficile, puisque en fait ce genre d'enfants ont beaucoup de problèmes à l'école, et puis après quand on grandit, c'est pareil au travail, parce qu'en plus plus un humain passe de temps dans la matrice, plus il est déconnecté, donc c'est encore pire après dans le milieu du travail. Et puis après, quand on s'éveille à la spiritualité, puisque les enfants indigos, souvent, comme on va chercher, comprendre qu'est-ce qui nous arrive, on va souvent tomber sur des livres de spiritualité. Et puis là, on ne va pas encore être reconnu dans le milieu de la spiritualité, parce tout le monde va nous dire mais tout est parfait, il ne faut pas se focaliser sur le négatif, tu encourages les égrégores négatifs alors que nous, on le voit, le négatif. Et donc du coup, et on ressent qu'on doit le dénoncer ou qu'on doit faire quelque chose pour ça. Donc c'est très difficile, beaucoup d'enfants indigos se sentent encore rejetés dans le milieu spirituel, incompris, hein, tout du moins. Et donc c'est cette partie-là que moi cette catégorie-là d'âme que moi j'ai envie d'aiguiller, puisque je sais ce que c'est, vu que moi j'en suis une, et puis que je sais ce qu'on ressent, et puis maintenant j'ai beaucoup d'enseignements qui me proviennent. Je peux vraiment me connecter profondément à ma conscience supérieure, et tout ce que j'écris, c'est en me connectant à elle, et puis ça écrit tout seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous connectés, à la même conscience. Donc, si quelqu'un se sent parler des enfants indigos, ou se sent parler de la conscience, ou justement qu'on est tous connectés, c'est pas qu'il a copié sur quelqu'un d'autre en disant ça. C'est lui-même sait cette vérité-là, puisqu'il la ressent du plus profond de lui. Même s'il l'a lu au départ, que ça a révélé en lui son propre savoir interne. Il y aura de plus en plus de gens qui vont parler de ça. Ça ne voudra pas dire que les gens se copient entre eux. Encore une fois, il faut s'imaginer qu'on est tous connectés à la même conscience collective, enfin à la même source. Et donc les informations qui nous sont envoyées, on peut être plusieurs corps à les capter, plusieurs antennes à les capter. Et l'objectif de nous et de là-haut sur un plus grand plan, c'est justement qu'il y ait un maximum d'antennes reconnectées qui vont capter justement ces vibrations-là et les propager après sur le reste de la Terre. Donc il va y avoir de plus en plus de gens qui parlent de ça. Et parce que je vois certaines personnes qui vont dire oui, mais quand on se met à parler de quelque chose, ça a déjà été dit, vous faites que répéter ce qui est déjà dit, mais encore une fois, la raison, c'est parce qu'on est tous des antennes qui captons ces informations-là, et qu'il y a encore plein de gens qui ne les connaissent pas. Il faut continuer à les propager, les propager, les propager. Au niveau de mes projets, la suite de mes projets, donc je compte faire de plus en plus de contenu, donc des conférences, faire aussi du contenu qui sera téléchargeable, ou faire des e-books pour mettre mes connaissances, ou des vrais livres d'ailleurs, et puis pour que toutes les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer en conférence, parce qu'ils habitent plus loin. J'ai des Français qui me suivent même sur les îles, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc pour que ces personnes-là puissent avoir accès à mon material, enfin en français, mon contenu, voilà. Et donc du coup, à partir de cet été, je vais aussi faire tout ce que je fais en anglais. Donc là, pour que ça puisse toucher le maximum de monde, je compte aussi faire des musiques de reconnexion, d'ADN justement, de vibratoirement élevé. Voilà, en fait un maximum, créer, parce que j'aime créer, c'est là que je me sens vraiment vivante, et en même temps créer, mais des choses qui servent pour le monde et puis qui servent à augmenter les vibrations des gens et qui les reconnectent, voilà. Donc, donc ça me rend très heureuse. Voilà.